Alors, mon nom est Yves Desjardins, directeur d'ingénierie et des projets spéciaux chez Autobus Lyon. Je m'occupe présentement du projet E-Lyon, qui est l'autobus scolaire entièrement électrique. L'autobus E-Lyon est un véhicule entièrement électrique, c'est un autobus scolaire. On a développé l'autobus scolaire à partir de la base de l'autobus diesel qu'on avait développé il y a quelques années. Et c'est le premier véhicule OEM scolaire entièrement électrique. Lors du début du développement de l'autobus électrique, à l'interne, on avait beaucoup de connaissances pour développer des véhicules, des chaînes d'assemblage et de la mise en marché. Mais le véhicule électrique en tant que tel, on avait moins de connaissances là-dedans. Donc, Livy était une solution parfaite pour nous, parce qu'on utilisait leur cerveau pour développer une solution pour notre autobus électrique. L'avantage de travailler avec Livy, c'est les compétences à l'interne. Ils ont des gens très compétents en mécanique, en électrique. Ils sont capables de faire du design, ils sont capables de faire les dessins qui vont suivre, de faire l'implantation chez le client et d'ensuite fournir la formation pour éventuellement sortir du portrait, car eux, c'est un think tank. Ils viennent développer des solutions où ce que nous, on est capable d'implanter et ensuite prendre le contrôle. Les solutions avancées par Livy sont basées sur des connaissances des gens de l'équipe et des connaissances actuelles. Il y a une veille technologique effectuée par Livy qui nous permet, au fil du temps, même depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, de dire, à l'époque, on a pris telle direction, puis aujourd'hui, on en prendrait une autre. Il y a une veille technologique qui est faite à l'interne, qui nous permet de nous positionner par rapport à la technologie qu'on a et par rapport à la date que nous, on compte mettre le véhicule en marché. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple, faites le www.synchronex.ca. Bonjour à tous, bon matin, je me présente Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite le bonjour et je vous remercie d'être avec nous pour cette deuxième édition de la tournée virtuelle sur le secteur manufacturier. Donc, on promène cette belle conférence, ce webinaire-là depuis déjà
8 fois, donc c'est notre 9e arrêt sur 10. On terminera la semaine prochaine dans le coin de Montréal-Nord. Et on se promène donc avec notre partenaire Synchronex, dont je salue la présence de Marie Gagné, sa présidente, qui sera avec vous dans quelques minutes. On se promène donc un peu à travers le Québec pour parler justement des défis que rencontre et que rencontrera le secteur manufacturier dans les prochaines années. Et ces défis-là, on les a appelés des transitions, donc un certain nombre de transitions à travers lesquelles le secteur devra passer. Il y a plusieurs, vous êtes assurément du secteur manufacturier ou vous êtes intéressé par le secteur manufacturier, alors vous connaissez les défis. Il y en a un dont on a parlé toute la semaine dans le journal, entre autres les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux d'immigration, qui souvent viennent freiner la croissance du secteur manufacturier. Mais il y en a d'autres et on aura l'occasion aujourd'hui donc de faire le tour rapidement de tous ces défis-là en mettant la lumière, si on veut, sur une de celles-là, une de ces transitions-là qu'on appelle la transition finance. Alors, après la présentation de nos deux experts de Deloitte, donc Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien, on aura l'occasion de s'entretenir avec des entrepreneurs de votre région pour mieux comprendre justement comment ces défis-là affectent la région des Laurentides, entre autres, et comment on peut connaître du succès malgré l'ensemble de ces défis-là. On fait cette tournée-là, donc évidemment, en partenariat avec le réseau de chambres de commerce. Donc, vous savez qu'on a 130 chambres de commerce qui sont affiliées à la Fédération. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être accompagné de mes amis donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville, avec entre autres Alexandra Lauzon, qui est chargée de projet pour le réseau industriel à la Chambre. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole et je vous remercie d'être avec nous ce matin. Alors, Alexandra. Merci, M. Millard. Bon matin à tous. La Chambre de commerce Thérèse de Blainville est très heureuse d'accueillir de façon virtuelle la grande tournée manufacturière de la FCCQ pour son passage dans les Laurentides. J'en profite également pour saluer notre collègue de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, Marie-Josée Lapierre, qui est avec nous ce matin. En fait, depuis 2 ans maintenant, à la CCTB, on a mis en place le réseau industriel, d'abord pour que nos entreprises industrielles et manufacturières soient représentées, mais aussi pour qu'ensemble, on puisse mieux cibler les différents enjeux des grandes industries, pour qu'on puisse mettre sur pied des programmes, des services pour desservir le secteur, mais surtout pour que on veut que le réseau industriel, on veut favoriser l'échange des bonnes pratiques, on peut ouvrir le dialogue entre les entreprises. On travaille d'ailleurs avec un comité qui s'implique énormément avec nous. Ce matin, on a des membres du comité qui sont présents, notamment Audrey Lorrain, qui est vice-présidente finance et administration chez La Petite Bretonne. On a aussi Sylvain Tassé, président et copropriétaire de Quadraplace, que vous allez avoir la chance d'entendre un peu plus tard dans la conférence. Donc, merci d'être là, c'est vraiment apprécié. Puis ce matin, on a la chance de se réunir et d'aborder une thématique qui est drôlement intéressante. C'est entre autres grâce à la participation de Synchronex. Donc, pour les présenter, en fait, on a avec nous Mme Marie Gagné. Depuis plus de 20 ans, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprise et d'organisations engagées en innovation. Elle a participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaires et intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, les CCTT. Elle comprend et maîtrise finement les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. Donc, à titre de présidente directrice générale de Synchronex, le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. Donc, ça me fait plaisir de céder la parole à Mme Gagné. Merci beaucoup, Mme Lauzon, Charles, chers entrepreneurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région des Laurentides ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement, se déplacer, ne serait-ce que virtuellement, est vraiment apprécié. Ma visite ici ce matin est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir les nouvelles opportunités d'affaires. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements, d'agriculture plus durable, de logistique du transport ou de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider, les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres
à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leurs processus, leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17% plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17% de plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT se spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux en passant par l'énergie, dont les énergies renouvelables, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. À Saint-Jérôme se trouve le Centre de développement des composites du Québec, le CDCQ, ainsi que l'Institut du véhicule innovant, dont vous avez vu la vidéo en entrée aujourd'hui, l'IVI, qui possède une solide expertise en véhicules électriques autonomes et connectés. À Sainte-Thérèse est situé le Centre d'innovation en microélectronique du Québec, le CIMEC, qui accompagne principalement les PME dans le domaine de la microélectronique et des systèmes de contrôle connectés, prédictifs et intelligents. Au Centre d'innovation en microélectronique du Québec, les experts travaillent avec les données de masse et l'info nuagique afin d'accéder à de nouvelles opportunités d'affaires et d'optimiser les pratiques existantes, de contribuer à la transition numérique. À l'Institut du véhicule innovant, à l'IVI, leurs experts sont des collaborateurs de choix pour le développement de véhicules autonomes respectueux de l'environnement. Au Centre de développement des composites du Québec, les équipes travaillent notamment dans le domaine de l'aéronautique, des produits récréatifs, de l'industrie chimique, de la construction, de l'industrie maritime, du génie civil et de l'énergie pour intégrer des matériaux plus légers et plus performants. Et même si leurs expertises et leurs équipements sont exceptionnels, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs de choix que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive, plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est en ces temps particulièrement difficiles. C'est pour cette raison que nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître aux entrepreneurs des 4 coins du Québec. De plus, en fonction des projets et des risques associés, certains programmes de financement avantageux pour vous pourraient s'appliquer pour la réalisation de vos projets avec les CCTT. Les CCTT sauront vous informer à ce sujet au besoin. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits de nos services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année, car comme vous le savez, demeurer compétitif est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et si vous souhaitez avoir de l'aide pour ce faire, si augmenter vos ventes de 17% vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Madame Lauzon, je vous redonne la parole. Merci, Madame Gagné. Donc, c'est l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Donc, vous savez, avec le numérique, le secteur manufacturier connaît des transformations sans égales. Donc, c'est pourtant essentiel que nos entreprises de fabrication québécoises bénéficient des retombées et des opportunités qui sont générées par la transformation de notre économie. Donc, avec le thème « L'art des transitions », 12 transitions qui changeront le visage du secteur manufacturier québécois, on a le privilège d'avoir 2 conférenciers exceptionnels avec nous. On a Louis J. Duhamel, qui est conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du Comité manufacturier, innovant et exportation de la FCCQ, ainsi qu'Antoine Audy-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte. Donc, messieurs, la parole est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, heureux de présenter aujourd'hui à Thérèse de Blainville dans le cadre du 9e événement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Alors, d'abord, quelques mots de remerciement à la FCCQ et son PDG Charles Milliard, ainsi qu'à Synchronex et sa PDG Marie Gagné, qui est commanditaire en titre de la tournée, ainsi qu'à Alexandre Lauzon de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. Merci de nous recevoir chaleureusement ce matin et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous. J'aimerais en profiter pour saluer
saluer la présence du président du comité manufacturier, exportation et innovation de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Luc Poirier, et qui, dans ses temps libres, est aussi directeur du développement pour la firme Lumen. Alors, merci, Luc, de nous honorer de ta présence ce matin. Alors, le ministre des Finances du Québec nous annonçait lors du dernier budget que la reprise économique serait vigoureuse. Un rebond de l'activité économique de 4,2 serait attendu au Québec en 2021. Et on ne peut que s'en réjouir. Et c'est idem du côté des États-Unis qui ont enregistré la plus forte croissance économique pour un premier trimestre depuis 1984. Ça nous ramène aux années Reagan, ma foi. Donc, comme vous savez, quand ça va bien aux États-Unis, ça va souvent bien au Canada et au Québec. Par contre, l'année marquera le retour au plein emploi. Ce sera donc de nouveau le jour de la marmotte quant à la pénurie de main-d'œuvre qui a causé tant de maux de tête à nos entreprises manufacturières au cours des dernières années. Un sondage récent nous apprenait d'ailleurs que 94 des entreprises québécoises estiment déjà avoir des difficultés à embaucher du personnel. COVID-19 oblige, il s'agit de la troisième version de l'ère des transitions, l'avant, le pendant et l'après. On peut maintenant voir la sortie de crise à l'horizon et il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale qui est encore, ma foi, difficile à cerner. Nous espérons y contribuer d'ailleurs avec cet événement. J'aurai le plaisir renouvelé de faire cette présentation en duo avec mon cher collègue Antoine Oudy-Julien. Ce sera d'ailleurs lui qui aura l'honneur aujourd'hui d'animer le panel portant sur la transition financière qui suivra notre présentation vers les 8h55 avec Marc-André Arbeau, directeur de compte principal marché commercial de Desjardins, ainsi que Sylvain Tassé, président et copropriétaire de l'entreprise Quadraplace de Sainte-Thérèse, qui se spécialise dans le domaine de l'extrusion, et Normand Lapierre de Luxor Collection, fabricant canadien d'armoires de cuisine haut de gamme. Notre présentation sera en deux parties. Tout d'abord, Antoine nous fera un rappel de l'impact colossal du secteur manufacturier dans l'économie du Québec. Et ensuite suivra la présentation en duo des 12 transitions qui, selon nous, impactent le plus le secteur manufacturier québécois actuellement et dans le futur. Mais tout d'abord, visionnons ensemble un court vidéo d'introduction et surtout écoutons les consignes de la part de mon cher collègue Antoine. Merci Louis. Donc, pas plus compliqué que ça, 3 éléments à mentionner. La première chose à savoir, c'est qu'au niveau du vidéo qu'on s'apprête à vous présenter, comme vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, dans la salle d'attente pour ceux qui y étaient, il y a un petit lag parfois entre le visuel et le son, donc ne soyez pas surpris de ça. C'est possible aussi que le son soit un petit peu plus fort, donc juste à être prêt à baisser le son un petit peu au besoin. La question-réponse va se faire en cours de route, donc on va prendre les questions, on va les absorber à travers la présentation, autant pour la conférence que pour le panel. Donc, si vous avez des questions, juste à les poser dans la section de questions-réponses ou dans le chat, on va les accumuler et à la toute fin de la présentation, on va pouvoir les prendre et y répondre. La question la plus souvent posée, justement, mon dernier point, l'étude est-elle disponible? La présentation est-elle disponible? La réponse, c'est que oui, elle est en finalisation actuellement. Elle va vous être transmise soit par la Fédération des chambres de commerce ou par la Chambre de commerce hôtesse aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir recevoir une version de l'étude qui résume les principaux faits saillants de ce que vous allez recevoir comme information, même en version un petit peu plus détaillée. Donc, sans plus tarder, on vous envoie un petit vidéo d'ouverture de la présentation. À tout de suite. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé.
les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres, à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, comme il se doit, nous aimerions remercier nos commanditaires sans qui cette présentation ne pourrait avoir lieu. Donc, tout d'abord, Desjardins, qui est présent pour les manufacturiers dans toutes les régions du Québec. Et j'en profite pour remercier Desjardins de nous envoyer à chaque présentation plusieurs, soit entreprises ou membres de l'équipe de Desjardins dans les différentes régions du Québec, ainsi que le Fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. Norta Stello également, société d'ingénierie québécoise qui est spécialisée en automatisation avancée, et Investissement Québec CRIC, la vice-présidence technologique d'Investissement Québec qui est en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant. Également, PROM, qui est un organisme voué au financement des partenariats en R&D avec le milieu de la recherche. Le CRIM, un organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. Et l'INO, l'Institut national d'optique, le centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et en Internet des objets. L'organisme de développement économique qui est Centre d'expertise industrielle qui a pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers, donc développement économique Longueuil. Prima, le pôle de recherche et d'innovation des matériaux avancés, la SDED au niveau de la Société de développement économique de la MRC Drummond et BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière. La CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui a comme mission le défi du reprenariat. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Bridger, la plateforme numérique de maillage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises. Et le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Maintenant, regardons ces fameuses statistiques manufacturières qui démontrent l'impact très, très important du secteur manufacturier sur notre économie. Je laisse la place à Antoine. Merci, Louis. Donc, comme le disait Louis, on commence par regarder toute l'envergure du secteur manufacturier, se mettre un peu en bouche la conférence. Donc, la réalité, c'est qu'on a commencé la conférence en 2019, qu'on a adapté ensuite pré-COVID, durant la COVID, puis ensuite post-COVID, ou du moins pour prévoir la reprise. Donc, on est à cette troisième étape-là, comme l'expliquait Louis un petit peu plus tôt. On s'est posé à toutes les étapes en cours de route. Est-ce que le secteur manufacturier québécois est toujours le moteur de l'atteinte des objectifs économiques du Québec? À l'époque, on savait que les voyants étaient ouverts, tout allait bien, le secteur manufacturier plus dynamique que jamais. Et on s'est dit, on crée de la richesse pour toutes les Québécoises, tous les Québécois. Est-ce que c'est toujours le cas avec la COVID ou post-COVID éventuelle? Est-ce qu'on repart à la case départ? Et on s'est dit non, au contraire, le secteur manufacturier définitivement demeure une des cartes maîtresses d'une sortie de crise réussie. Puis voici pourquoi, vous le voyez à l'écran. Première chose à savoir, trois objectifs économiques du gouvernement du Québec qui sont maintenus à travers le temps, puis un à la fin qui est un nouvel objectif qui a été issu de la crise sanitaire. Première chose à savoir, c'est que si on veut créer des emplois bien rémunérés, ça passe par l'industrie manufacturière qui, elle, contribue à plus ou moins 17 % de plus de salaire moyen que les services, quand on compare à l'industrie des services en général. Donc, si on veut des emplois bien rémunérés, ça passe par une industrie manufacturière prospère et dynamique. La deuxième chose, c'est on voulait accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité. Bien, du côté de l'innovation, ce n'est pas compliqué. C'est plus d'1 $ sur 2 de l'innovation québécoise qui provient de l'industrie manufacturière. Et quand on regarde au niveau de la productivité, si on exclut l'extraction pétrolière, gazière et tout ça, qui est une industrie complètement atypique par rapport à la productivité, le secteur manufacturier ou le secteur de la fabrication, qui est le premier secteur en productivité au Québec, 57 $ de PIB généré dans l'économie par heure travaillée par des employés de l'industrie. Donc, c'est énorme comme productivité. Si on compare au reste de l'économie, c'est très positif. Et non seulement ça, c'est le secteur qui a vécu la plus grande croissance dans la dernière année. Donc, encore une fois, champion de l'innovation, champion de la productivité. Troisième objectif économique était d'accroître les exportations à 50 % du PIB. Ce n'est pas compliqué. Le secteur manufacturier, c'est 2 fois les services et 8 fois les exportations au niveau des ressources naturelles. Donc, encore une fois, si on veut atteindre cet objectif-là, d'accroître nos exportations, de passer à 48 % du PIB jusqu'à 50 % du PIB, bien, il faut un secteur manufacturier qui est dynamique et qui réussit à vivre sa pleine effervescence pour être capable d'atteindre cet objectif-là.
Le dernier objectif, qui est un nouvel objectif depuis peu, c'est-à-dire depuis la crise sanitaire, c'est de retourner naturellement à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Donc, le secteur manufacturier actuellement génère plus ou moins 13,5 milliards de dollars de revenus fiscaux parafiscaux. Donc, c'est 10 milliards de dollars qui s'en vont au Québec dans l'assiette fiscale parafiscale et 3,5 milliards qui s'en vont au niveau des coffres fédéraux. Donc, si on parle d'un objectif de revenir à un équilibre budgétaire, ça passe par l'industrie manufacturière. La preuve, quand on parle des coûts plus ou moins estimés à l'heure actuelle par le ministre des Finances au niveau de la crise sanitaire, on parle de plus ou moins 30 milliards de dollars. L'industrie manufacturière, elle seule, couvre à peu près le tiers du coût de cette crise-là. Donc, encore une fois, le secteur manufacturier plus critique et essentiel que jamais pour l'atteinte des objectifs économiques du gouvernement du Québec, particulièrement pour une sortie de crise réussie. Mais maintenant, parlons un petit peu de la perspective des régions avec lui. Tout à fait, Antoine. En fait, il y a une très belle histoire à raconter sur le secteur manufacturier dans les différentes régions du Québec. Si on regarde la colonne du centre, où on regarde la masse critique des industries manufacturières dans les régions du Québec, sans surprise, on peut imaginer que l'île de Montréal est première avec 17 milliards de PIB manufacturier. Et c'est beaucoup une histoire de ville-centre et de leurs rives. Alors, Montréal et la Montérégie, qui est la deuxième, donc, si on pourrait dire la rive sud de Montréal, mais aussi la rive nord, Laurentide, aujourd'hui à Thérèse de Blainville, donc, qui est quand même dans le top 5 en masse critique, avec 3,4 milliards de PIB manufacturier. Et il y a Québec et sa rive sud, Chaudière-Appalaches. Donc, encore une fois, masse critique, mais ce n'est pas toute l'histoire. Si on regarde du côté gauche, on regarde la place qu'occupe le manufacturier dans le 100 % de l'économie régionale. Et Chaudière-Appalaches, c'est une histoire extraordinaire, autant également le centre du Québec, avec 28 % de leur économie à Chaudière-Appalaches et 25 % de l'économie du cœur du Québec qui est représentée par le secteur manufacturier. Ma foi, c'est dans les registres de la Chine. La Chine est dans ces eaux-là, je crois, à 27 %. Et donc, on est vraiment, vraiment dans les ligues majeures de régions très, très manufacturières. Et si on regarde maintenant à droite complètement du côté de la croissance, on voit que toutes les régions du Québec ont compris l'importance qu'on doit donner au secteur manufacturier dans les régions du Québec pour créer de la richesse. On voit la Gaspésie, notamment avec sa belle filière de transformation alimentaire, 14 % de croissance année sur année depuis 4 ans. Le nord du Québec, sa filière de transformation du bois notamment et d'autres, 13 % de croissance année sur année. Chaudière-Appalaches, 9 %, etc. Donc, on voit que les régions ont compris l'importance de développer un secteur manufacturier vibrant qui crée des emplois de qualité et qui crée de la richesse énormément. À toi l'honneur, Antoine. Merci. Donc, quand on regarde, on parle de l'ère des transitions, donc c'est le titre de la conférence, mais naturellement, il y a une corrélation avec le contenu qu'on vous y présente, mais on y arrive maintenant aux fameuses 12 transitions. Donc, pardonnez-moi, l'ère des transitions, c'est un changement de paradigme complet. On voit qu'autant dans l'économie que dans notre société, il y a 12 transitions qui risquent d'avoir un impact majeur, et c'est les 12 que vous voyez à l'écran. Certaines d'entre elles, on les a qualifiées de préoccupantes, d'autres de habilitantes. Celles qui sont préoccupantes, naturellement, certains pragmatiques d'entre vous vont dire, mais en réalité, c'est des belles opportunités pour nous si on les utilise de la bonne façon, si on les exploite de la bonne façon. Et vous auriez parfaitement raison. C'est une réalité. Par contre, elles ont quand même une certaine posture qui est un petit peu plus préoccupante de notre point de vue là, à l'externe. La façon dont on va fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter 4 transitions qu'on a identifiées qui sont plus pertinentes à la région dans laquelle on est aujourd'hui. Et entre autres, avec le contexte du panel qu'on vous présente à la toute fin de l'événement. Donc, on va vous présenter 4 transitions et les 8 autres, on va les présenter plus brièvement à l'instant, donc faire un survol complet de l'ère des transitions avec un focus sur 4 d'entre elles. Donc, la première qu'on va regarder un petit peu plus à haut niveau, c'est la transition autarcique. Donc, tout l'accès vital au marché d'exportation qui, avant même la crise sanitaire, était déjà plus un acquis. Ça s'est accentué naturellement avec la crise qu'on a vécue. Protectionniste qui était déjà une tendance lourde, justement, comme on le disait, qui met à risque les revenus d'exportation des entreprises qui sont principalement concentrées sur peu de marchés géographiques. Donc, toutes les entreprises qui travaillent seulement avec un marché d'exportation ou une région d'exportation sont généralement plus à risque actuellement avec une tendance protectionniste.
et surtout sachant qu'on va assister plus que jamais à un repli sur soi des États à travers le monde. On le voit déjà, ça s'est déjà produit dans les derniers 12-14 mois et ça va continuer de s'amplifier ou minimalement de se maintenir. Donc, cette réalité-là vers le protectionnisme qui est définitivement une tendance préoccupante de ce côté-là. La deuxième, c'est la tendance inclusive. On a vécu une hausse significative du taux de chômage qu'on pensait originalement pourrait perdurer et on s'était même dit, coudonc, est-ce que c'est la fin de la pénurie de main-d'œuvre avec ce qu'on a vécu? Malheureusement ou heureusement, ça s'est résorbé. Comme vous le savez, la pénurie de main-d'œuvre qui est plus forte que jamais, qui est revenue par la porte en arrière et qui est revenue plus présente qu'elle était même avant. Donc, on a toujours une forte demande pour les travailleurs immigrants et l'intégration qui a déjà été amorcée pré-COVID, mais qui va se poursuivre par la suite de ces travailleurs immigrants-là, va demeurer la clé pour la transition inclusive. Donc, la rétention des travailleurs immigrants en région, qui était un enjeu avant la COVID, va le demeurer et va même s'accentuer après la crise ou au sortir de la crise. La transition préventive maintenant, donc toutes les entreprises et organismes qui vont devoir être constamment dans un état de préparation adéquat pour faire face à d'autres perturbations, pour faire face à des crises économiques, pour faire face à des guerres commerciales, faire face à des nouvelles pandémies, des nouvelles vagues de pandémies, des catastrophes naturelles, tout autre événement qui serait dommageable, qui aurait un indice élevé de dangerosité ou de criticité qui pourrait mettre à risque immédiatement l'organisation, la rendant vraiment vulnérable ou inopérante à court terme. Donc, la posture des entreprises, des organismes va être de prévoir le coût, de voir les choses venir, d'avoir une bonne vigie, de mettre en place des gestions de risques qui sont beaucoup plus adaptées à des perturbations pour éviter de revivre les situations qu'on a vécues ou minimalement de les mitiger le plus possible. La transition régionale maintenant, toute la pression financière sur les municipalités en sortie de crise, Investissement Québec qui est maintenant présent sur le terrain des 17 régions administratives, les gouvernements de proximité, autant les municipalités, les MRC, les organismes de développement économique, qui vont devoir ajuster leur offre pour demeurer pertinents en appui aux organisations et aux entreprises dans le contexte où on a une multiplicité et une richesse dans l'offre d'accompagnement, mais en même temps avec une certaine fragmentation de ce côté-là. Maintenant, la transition circulaire, c'est toute la réponse économique au changement climatique. Donc, c'est deux notions qui sont généralement vues comme étant aux opposés. Soit on est plus du type économique ou soit on est plus du côté climatique. C'est rare que l'environnement vienne toucher l'économie positivement, du moins dans la perception publique. Et le modèle circulaire, c'est exactement la réponse qui vient joindre les deux. Donc, toute l'adaption du modèle circulaire va permettre aux entreprises qui savent l'adopter de se positionner avec de manière différenciée, un positionnement qui est très recherché actuellement par une clientèle qui est en croissance. On sait qu'on a un monde où les ressources s'amenuisent, les rebuts de l'un peuvent devenir la matière première de l'autre. Donc, toute cette réalité-là fait en sorte qu'on va voir avec l'achat local, qui est une tendance assez marquée, une tendance vers le modèle circulaire et particulièrement dans un contexte où on veut utiliser nos ressources de manière la plus efficiente possible pour éviter les pénuries d'approvisionnement. Maintenant, la transition expérientielle, c'est toute l'économie de produits qui est challengée actuellement par la nouvelle ère de l'expérience client. Donc, on voit une tendance vers la servicification des produits qui fait en sorte que les entreprises passent de « je vends un produit » à « je vends plutôt un service, je vends une expérience », puis le produit n'est plus la finalité. Le produit est surtout un contributeur à l'expérience client. Donc, dans ce contexte-là, on le sait, la crise sanitaire a fait en sorte de forcer beaucoup d'entreprises à se repositionner, à changer agilement leur modèle d'affaires pour rendre disponibles leurs offres, leurs produits, leurs services à distance, qui les a automatiquement poussés dans une logique de servicification d'expérience client, entre autres rendu possible par la transition technologique. On comprend que la transition expérientielle, c'est un changement au niveau du modèle d'affaires, donc c'est assez fondamental, mais on le voit de plus en plus. Beaucoup d'entreprises commencent à l'adopter, cette transition-là, et de rendre leurs produits disponibles de toutes sortes de façons en étant à très forte valeur ajoutée et généralement de manière beaucoup plus rentable. Au niveau écosystémique, maintenant, l'écosystème d'affaires québécois qui est exceptionnel, qui est prêt à propulser l'ère des transitions. On sait qu'au Québec, on a une gamme de fournisseurs stratégiques pour réussir la transition technologique. On a des entreprises, des organisations comme le réseau des CCTT avec Synchronex, des entreprises comme Nordostello au niveau de la fabrication avancée. On parle des organismes d'appui comme Prima ou encore des sociétés d'État comme Investissement Québec CRIC. Donc, on a un contingent très fort au niveau des fournisseurs 4.0 pour accompagner dans la transition technologique.
mais l'importance qui va être donnée à l'investissement privé dans le contexte où on doit réaliser cette transition technologique-là, qui va être celle qui va être présentée par Louis dans pas plus de 30 secondes, justement, bien, va faire en sorte qu'on va être en mesure d'appuyer la relance économique québécoise. Et la dernière qu'on présente brièvement avant de sauter vers la transition technologique avec Louis, c'est la transition communicationnelle. Des entreprises, surtout au niveau B2B, qui sont souvent, au niveau manufacturier, qui sont souvent moins portées vers l'augmentation de leur notoriété, la promotion de leur image de marque et tout ça. C'est moins vrai en B2C, naturellement, donc business to consumer. Par contre, en business to business, c'est sûr qu'on voit que l'ère des partenariats stratégiques avec des entreprises qui doivent nouer des alliances, garder des bonnes relations avec les acteurs clés, fait en sorte que les communications internes comme externes vont être la clé en sortie de crise. Donc, la transition communicationnelle, plusieurs entreprises l'ont vécu en cours de route. C'est essentiel d'avoir une certaine transparence, une empathie dans les communications à tous les niveaux. Et justement, c'est des tendances qui vont devoir rester dans la suite des choses. Maintenant, Louis, la transition technologique. Certainement, Antoine, je pense qu'on pourrait dire que la transition technologique, c'est la mère de toutes les transitions. On l'appelle transition numérique aussi. Reste qu'avant 2019, on parlait beaucoup d'attentisme. Les entreprises regardaient les choses aller et se demandaient si c'était pour eux. Et les statistiques n'étaient pas très élogieuses par rapport au goût de bouger des entreprises vers des investissements technologiques. Les freins qu'on évoquait beaucoup, une étude qui a été réalisée par un groupe de travail de la Fédération des chambres de commerce du Québec, une perception de complexité, méconnaissance des partenaires d'accompagnement. On voit aujourd'hui, on est avec Synchronex aujourd'hui, on voit le nouvel investissement Québec avec le CRIC qui a été mis, les Nordastello, Steve Gingras est avec nous aujourd'hui. Donc, c'est pas l'aide qui manque aux entreprises, elles ne sont pas seules. Et il y avait la question de main-d'œuvre, bien sûr, qui était évoquée, comme quoi on n'avait pas les personnes pour gérer ces projets-là, on n'avait pas les compétences pour le faire, etc. Et comme vous le savez, l'humain est au cœur de cette transition technologique, numérique, absolument. Il n'y aura pas de transition numérique sans l'humain. Alors, à juste titre, reste que 2019 a été vraiment une belle surprise. 2019, après avoir connu des années stagnantes au niveau des investissements privés qui sont autour de 4 milliards dans le secteur manufacturier au Québec, on a eu 1 milliard de plus en 2019. Il faut croire que ça commençait l'investissement technologique commençait à avoir de la traction chez les propriétaires d'entreprises. Et il y a eu un effet, ma foi, direct, action-réaction, avec ce milliard-là de nouveaux investissements en ce qu'on appelle la productivité du capital, donc en équipement, en technologie et aussi en innovation. On s'est retrouvé avec, Antoine le disait tout à l'heure, un taux de productivité qui a explosé dans le secteur manufacturier avec maintenant 57 d'extrants par heure travaillée, donc le premier secteur. Donc, on a vu ce que ça fait, franchement, quand on fait des projets d'investissement. Il y a un impact immédiat qui est au bénéfice de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui nous porte à croire qu'on va être dans la continuité? Parce que COVID-19 vient d'arriver, puis on se demande, il y a du flou pas mal, hein, vous serez d'accord, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Bien, il y a 4 raisons pour dire qu'on va être vraiment là, dans la continuité des choses. La première, c'est que les manufacturiers ont bien vu, comme nous tous, que le numérique, ma foi, a sauvé l'industrie des services, littéralement. En faisant en sorte qu'on puisse aller directement aux clients par des voies de commerce en ligne, des voies numériques. Et 78 là, des Québécois ont fait au moins un achat en ligne dans l'année COVID. C'est quand même extraordinaire. On était, vous vous rappelez, dans les 15-20 et aussi, le commerce en ligne inter-entreprise a bougé beaucoup aussi. Donc, les fameuses ventes B2B ont augmenté. Et à voir ça, on se dit on ne pourra plus retourner en arrière. La deuxième raison, c'est les fameuses chaînes d'approvisionnement où il y a eu des ruptures de stock, où on a eu des graves problèmes au niveau des entreprises, mais au niveau de l'économie du Québec aussi, puisqu'on ne fabriquait pas au Québec ces produits-là. On a eu des ruptures de stock, etc. Et donc, les manufacturiers, pour dérisquer leur chaîne d'approvisionnement, se sont mis à acheter plus régionalement, plus localement leurs matières premières et leurs composantes.
de façon à jauger le risque, mais avec des coûts légèrement supérieurs, parfois plus que légèrement supérieurs. Et ça fait en sorte qu'il faut équilibrer, il faut trouver d'autres façons de compenser pour les coûts additionnels. Et il n'y a rien de mieux que la productivité via les technologies et, pour le faire. Et les manufacturiers ont compris cette équation financière qu'il faut absolument rechercher des gains ailleurs et la productivité est la meilleure voie. La main-d'œuvre maintenant, je le disais tout à l'heure, on est de retour avec ce problème. On recommence à parler au Québec des seuils d'immigration. On avait eu une petite vacance de ça pendant un peu plus d'une année. Et ça devient encore une fois le thème par excellence. Alors, les manufacturiers sont au combat pour dire, écoutez, ça prend de la main-d'œuvre pour, surtout que l'économie, ma foi, canadienne va bien, l'économie québécoise aussi, et la reprise économique semble être plus rapide qu'on ne le croyait. Et donc, si on ne veut pas rater d'opportunités, ça prend de la main-d'œuvre et il va falloir trouver des solutions. Et encore une fois, la technologie, l'automatisation sont de bonnes solutions. Finalement, le financement gouvernemental est au rendez-vous. 4 milliards de dollars dans le dernier budget de M. Girard au Québec. Le budget fédéral annoncé récemment aussi avec beaucoup d'argent pour appuyer les manufacturiers dans leurs projets technologiques. Alors, c'est bien de savoir qu'on ne prend pas le risque seul. Et aussi, on a appris quelque chose d'encore plus intéressant, que les entreprises canadiennes, incluant les entreprises québécoises, avaient accumulé plus de 130 milliards de liquidités excédentaires durant COVID-19. Alors, notamment grâce aux subventions, programmes d'appui généreux du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec à moins égard aussi. Donc, encore une fois, les entreprises ont les moyens de le faire. Ils sont appuyés par nos gouvernements et donc, il n'y a pas de raison de ne pas passer à l'action et c'est ça qu'on voit actuellement. Donc, c'est de bon augure pour la transition technologique. Maintenant, quoi faire pour les entreprises? C'est certain que je pense que la phase de s'informer et tout ça, il y a eu une grande époque de sensibilisation au Québec qui a fait mouche, ma foi. Il a fallu être patient, mais ces 2-3 années de sensibilisation font en sorte qu'il n'y a plus personne qui n'a pas ça sur son écran radar, la transition technologique, la transition numérique. Et donc, maintenant, c'est de se faire un plan de match. Et ça aussi, il y a beaucoup d'aide pour faire ça. Mais la notion financière reste problématique. Donc, on voit beaucoup le secteur financier agir de ce côté-là. On a de la difficulté à évaluer les coûts. C'est un peu comme les investissements TI aussi, où ce n'est pas évident d'évaluer le coût de projets comme ça. Les retombées, le retour sur l'investissement, encore moins, ainsi que le délai de recouvrement. On a été gâtés avec des délais, des attentes par rapport à des délais de recouvrement de 12 à 18 mois qui ne sont plus réalistes maintenant avec les investissements numériques où il y a une notion de gestion du changement, d'impliquer les employés, de complexité, de projets pilotes, etc., etc. Donc, on va parler plutôt de 3 à 5 ans de retour sur l'investissement. Donc, ça, il y a une équation financière qui n'est pas évidente pour les chefs et les chefs d'entreprise. Donc, encore une fois, quand on peut aider, qu'on soit plus une aide plus technique, il faut amener l'aspect financier dans l'équation. Et je pense que nos institutions financières comme Desjardins, le Fonds de solidarité et autres, Investissement Québec, CRIC et autres, et les autres banques, etc., sont là-dessus actuellement pour qu'on ait aussi non seulement Industrie 4.0, mais Finance 4.0 également. Maintenant, allons-y avec une autre transition. Celle-là, c'est la générationnelle. On en parle depuis, ma foi, plus de 15-20 ans au Québec. Il s'est passé beaucoup de choses par rapport à la transition générationnelle au Québec. Reste que on est un peu devant le même constat aujourd'hui par rapport à cette transition-là. Si on peut aller à la suivante, s'il te plaît, Antoine. C'est que vous savez que l'âge moyen du secteur manufacturier le plus élevé dans l'économie, c'est dans le secteur manufacturier où il y a le plus fort contingent de 55 ans et plus. Et on voit que les propriétaires sont vieillissants. Alors, c'est la seule justice. Vous savez, on vieillit tous d'une année par année et ça ne changera pas, je vous le promets. Alors, il y a 10 ans, 58 des propriétaires avaient 50 ans et plus. Maintenant, c'est 67
des propriétaires qui ont 50 ans et plus. Alors, on a vu que les propriétaires restent aux commandes longtemps et les intentions de transfert sont à peu près les mêmes. Alors, on avait les sondages parlaient de 25 des propriétaires qui réfléchissaient au moins là, à leur stratégie de transition et c'est 29 maintenant, donc ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, c'est 1 sur 3, ma foi, et 2 sur 3 qui ne regardent pas ça. Et ça fait en sorte aussi que la proportion des repreneurs est toujours à 24 Quand il n'y a pas d'opportunité, c'est sûr que ça n'attire pas des plus jeunes et des personnes qui seraient susceptibles de prendre la relève vers le secteur manufacturier, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités finalement de reprenariat. Et vous savez, le problème avec ça, c'est que quand vous êtes proche de votre retraite, on ne réfléchit pas 10 ans en avant à des investissements stratégiques qu'on doit faire. La transition technologique numérique est un investissement très stratégique qui se fait en plusieurs étapes. Et donc, on est plutôt dans l'optique de faire plus avec ce qu'on a actuellement. Et ça fait en sorte que ça retarde l'inévitable qu'il faut faire, cette transition technologique-là. Je fais le lien avec l'autre. Et donc, ça met les entreprises, la survie des entreprises en péril. Les entreprises se dévalorisent plutôt, sont moins intéressantes et peuvent perdre de leur valeur. Et ça fait des opportunités manquées de croissance puisqu'il faut investir dans la croissance, notamment si on fait de la croissance par acquisition et même l'organique, il faut investir. Donc, encore une fois, il y a un sous-investissement dans certaines entreprises et on a un risque de perte de fleurons. Donc, encore une fois, ce problème-là reste entier. Qu'est-ce qui va arriver avec COVID? C'est certain que certaines entreprises sortent fragilisées, disons, de COVID-19 et les propriétaires vont soit vouloir rester peut-être pour tenter de revaloriser l'entreprise ou certains vont décider de faire cette transition dans leur entreprise. Alors, on verra bien ce sera lequel des deux. Mais je pense que COVID-19 va provoquer de sérieuses réflexions chez plusieurs propriétaires. Voilà la suivante, s'il te plaît, Antoine. Et donc, quoi faire? C'est certain qu'il faut travailler sur un plan de relève. Faut que ça émane, il faut commencer à réfléchir. Et le côté financement n'est pas problématique parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis 15-20 ans au Québec? Bon, on a des chaires universitaires qui ont étudié ça, la thématique du reprenariat là, de manière éclatante. Donc, la science, on la possède. Le côté financement avec des groupes financiers qui sont prêts, qui ont des mécanismes financiers et qui sont prêts à envisager des rachats de propriétaires et financer aussi ceux qui rachètent, souvent des employés, d'équipes de direction, etc., ou d'autres entreprises. Donc, ici, à peu près tout est en place, mais ça prend une décision à la base de quelqu'un de vouloir le faire, notamment les propriétaires. Et donc, de se donner un plan de transition pour pouvoir le faire. Et ça va faire en sorte que nous allons pouvoir préserver de multiples belles entreprises et, souhaitons-le peut-être, provoquer un boom du reprenariat au Québec qui ferait en sorte que de nouveaux propriétaires pourraient envisager des investissements, de faire en sorte de donner encore plus de valeur à nos entreprises manufacturières et de donner un rebond intéressant. Alors, espérons qu'on va pouvoir être dans cette situation-là. Merci, Antoine. Donc, allons-y avec la prochaine transition. La prochaine transition, c'est la transition matérielle. Donc, la transition matérielle, ce n'est pas compliqué, c'est toute la notion de la valeur ajoutée qui est de plus en plus définie par les matériaux avancés. Donc, vous le voyez, les nouveaux matériaux qui améliorent toute la performance physique, fonctionnelle des produits, puis qui haussent la valeur ajoutée, la durabilité de ceux-ci. Donc, des matériaux avancés qui sont tout simplement, qui prennent une propriété d'un matériel et qui l'amènent 2-3 coches plus loin. Donc, en bon québécois, c'est donc l'importance incontournable d'une transition qui est dans un contexte où on a une croissance mondiale de ces matériaux-là avancés en général, donc il y a un intérêt, il y a une tendance vers cette notion-là. C'est entre autres en réponse à des besoins des clients, des enjeux de société. Quand on parle de lutte au changement climatique, on parle de décarbonisation, on parle de croissance et de la demande en énergie, la pression sur les ressources hydriques.
tout l'approvisionnement accru des ressources naturelles, les défis qui sont liés à l'alimentation, à la santé, l'accroissement démographique, l'accélération numérique, c'est sans fin les tendances qui viennent jouer dans la demande en termes de matériaux avancés. Quand on parle d'un exemple très classique au niveau de l'électrification des transports, bien, c'est certain que les matériaux avancés, pour essayer de réduire le poids des matériaux, est un des bons exemples qui amène à justement cette effervescence-là envers cette transition-là. C'est devenu en général indissociable du développement de produits. Donc, on sait que l'innovation de produits, ça passe par les matériaux. Deux tiers des innovations qui font des changements font en sorte qu'il y a des changements significatifs dans les matériaux qui sont utilisés. Donc, le vecteur numéro 1 dans l'innovation produit, c'est les matériaux. Ça fait également en sorte d'accroître la valeur ajoutée des produits, puis ça amène un facteur de compétitivité énorme aux entreprises qui savent l'adopter. Donc, un exemple typique de ça ou des exemples typiques de ça, c'est l'exemple des matériaux composites qui sont utilisés de plusieurs manières dans l'industrie manufacturière, qu'on passe des carrosseries d'autobus électriques pour Autobus Lyon, qu'on passe de cadres de vélo Argon 18, qu'on parle de composantes de l'Airbus A220, l'ancien C-Series, fabrication des wagons de métro Azur, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à développer dans le secteur de la fabrication, mais également, ça peut se transposer dans d'autres secteurs de l'économie comme la construction des infrastructures. Donc, il y a des opportunités pour les manufacturiers qui savent adopter les matériaux avancés ou qui savent les exploiter dans d'autres industries pour, encore une fois, créer de la richesse dans l'économie. La transition matérielle va naturellement être de pair avec la transition circulaire, quand je parlais tantôt de l'économie circulaire, qui est la réponse économique au changement climatique. D'une part, on sait que les nouveaux matériaux plus durables ou recyclés sont de plus en plus recherchés, donc les matériaux avancés vont contribuer à cette recherche-là. Et d'autre part, on sait que, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, que la lourde tendance vers l'allègement des matériaux, reliée entre autres à la volonté gouvernementale d'accélérer le développement de la filière de l'électrification des transports, va donner des ailes à la transition matérielle, entre autres avec les matériaux en aluminium. Donc, dans ce contexte-là, on sait que les matériaux avancés sont en pleine effervescence, mais également, il y a un dernier angle à ça, c'est les nouveaux matériaux qui sont reliés à la crise sanitaire, donc qui peuvent réduire, exemple, la transmission de virus ou de bactéries ou autres en se nettoyant facilement ou encore en éliminant le problème complètement. On a vu au début de la pandémie, ça a été beaucoup dans les médias, l'aluminium garanti sans COVID, fait au Québec. L'entreprise du Saguenay a 3 surfaces qui a fait les manchettes beaucoup. Donc, il y a des belles opportunités pour la filière matériaux avancés, autant dans les tendances globales, environnementales, transition, des diverses transitions économiques qu'on voit avec l'électrification des transports, mais aussi avec certains éléments reliés à la crise sanitaire, donc qui est la mère de toutes les inventions, les crises, hein, on le sait, la mère de toutes les inventions. Donc, on va voir des changements de ce côté-là également. Maintenant, quoi faire? C'est toujours la grande question qu'on se pose à la fin de nos transitions. Comment on peut faciliter l'innovation de matériaux? La première chose, c'est d'aller dans les plus hautes instances, les réflexions les plus fondamentales, aligner la stratégie d'entreprise avec une culture d'innovation qui est orientée vers l'innovation de matériaux. Donc, si on considère les matériaux avancés dans la culture fondamentale d'innovation de notre entreprise manufacturière, puis on l'inclut dans toutes nos réflexions avec une pensée particulière et non simplement parce que finalement, on n'a pas le choix de le faire, puis on y pense vraiment proactivement, il y a définitivement de meilleures chances que les matériaux avancés vont pouvoir être introduits dans l'innovation de produits. La deuxième chose, c'est d'identifier et évaluer les opportunités de considération des matériaux avancés de manière proactive. Donc, de pas simplement essayer de l'inclure comme un réflexe, mais de proactivement identifier à l'heure actuelle, est-ce qu'on a des opportunités de faire ça? Et de développer les expertises pour être capable de les développer, ces matériaux avancés-là, ou de collaborer avec des experts du milieu. Il y a des ressources, puis Prima est une bonne source d'information certainement pour vous référer aux bons endroits, mais si vous identifiez des opportunités de matériaux avancés, il y a des joueurs du milieu qui peuvent vous aider à développer les compétences requises à l'interne ou encore de vous outiller avec des bons partenaires pour faire ça. Synchronex a certainement des CCTT également qui peuvent contribuer à cette réflexion-là et d'autres joueurs. Il y a également l'adaptation de la chaîne de production, parce qu'à certains égards, à partir du moment qu'on a développé de nouveaux matériaux, qu'on est prêt à utiliser de nouveaux matériaux, il faut adapter notre chaîne de production à cette nouvelle réalité-là. On n'utilise pas les matériaux de la même façon si on parle de nouveaux matériaux. Et finalement, développer des nouveaux marchés en utilisant ou en exploitant cette nouvelle posture-là. Exemple, il y a des marchés qui peuvent s'ouvrir ou se fermer dépendamment de l'utilisation, de quels matériaux on utilise.
Donc, dans ce cadre-là, il faut pouvoir être en mesure de les exploiter au moment où on réussit à les développer, ces nouveaux matériaux-là, de pouvoir profiter des nouvelles opportunités. Exemple, avec l'Union européenne, qui parfois peut être un petit peu plus restrictive quant à certains matériaux. À partir du moment qu'on réussit à les utiliser ou à les exploiter, de pouvoir sortir dans ces nouveaux marchés-là. Donc, sortir également de la transition autarcique en question. Maintenant, la conclusion, disons, de notre présentation, c'est la transition financière. On va brosser un portrait un petit peu plus rapide, étant donné que justement, ça va faire l'objet du panel. Donc, on va pouvoir la discuter plus en détail. Donc, brièvement, la transition financière, c'est toute la transformation des paradigmes financiers qui va de pair avec plusieurs transitions. Transition technologique, transition expérientielle, transition circulaire, générationnelle. Donc, ça va exiger ces transitions-là un ajustement immédiat autant au niveau des entreprises que des institutions financières. Donc, d'un côté, la transition circulaire, bien, ça fait augmenter le coût des matériaux, ça change notre modèle d'affaires, ça fait en sorte que, parce que, exemple, on veut s'approvisionner localement, peut-être qu'on est capable, justement, à l'inverse, des pragmatiques qui vont dire non, au contraire, on est capable d'aller chercher des matériaux pour lesquels on n'a aucun coût versus de s'approvisionner en nouvelles matières premières. Mais il en demeure pas moins que c'est un changement complet de modèle d'affaires, et donc le modèle de revenu également qui change. Transition expérientielle, si on passe de vendre un produit à vendre un service, on transforme, exemple, au lieu de vendre un moteur, on vend des heures de vol avec de la mise à niveau, de la maintenance, du ci, du ça. Bien, il y a un transfert du CAPEX plutôt que de produire et de le vendre à notre client. On le garde dans nos livres à nous et on transforme ça au lieu d'avoir un gros paiement à la réception de la marchandise, on reçoit des paiements mensuels. C'est un changement complet du modèle d'affaires, mais également du modèle de revenu et du modèle de coût. Donc, il y a une façon de financer ça qui est différente. Dans tous les cas, on sait qu'il va y avoir des investissements majeurs qui vont devoir être réalisés en automatisation avancée, dans les technologies numériques et dans toutes les autres transformations de modèles d'affaires qui sont en marche avec les transitions qu'on vous a présentées. Donc, les partenaires financiers, les partenaires gouvernementaux vont devoir s'adapter et vont devoir contribuer à l'adaptation de notre industrie financière. Donc, justement, cet effet-là, quoi faire? Et puis, on va en discuter encore plus en détail dans le panel, mais quoi faire au niveau des institutions financières? Adapter ses produits financiers, avoir une personnalisation des services offerts qui est beaucoup plus adaptée aux nouvelles réalités où on ne peut pas avoir un one size fits all, une gestion du risque qui est mise à niveau dans un contexte sanitaire comme on vit. On en a parlé un petit peu avec la transition préventive très brièvement tantôt. La gestion de risque qui doit considérer les prévisions financières. On doit s'adapter à nos nouveaux modèles d'affaires uniques, entre autres, avec la transition circulaire, expérientielle, comme je faisais référence il y a quelques secondes. Et on doit supporter l'élaboration de business case. Donc, les business cases qui vont devoir devenir de plus en plus importants, sachant que chaque projet d'investissement va devenir de plus en plus unique comparativement au passé où c'était beaucoup plus straightforward. Les institutions financières vont devoir supporter l'élaboration de ces business cases-là pour aider les entreprises à obtenir leurs investissements et réaliser leurs projets. Et dernièrement, naturellement, avoir la capacité de soutenir des vagues d'investissement accrues dans les années à venir pour toutes les raisons qu'on a déjà nommées. Pour les entreprises manufacturières, naturellement, il faut comprendre quelles perturbations risquent d'avoir un impact financier sur l'entreprise. On doit comprendre qu'on doit développer des nouvelles stratégies financières qui sont adaptées à nos transitions. Donc, si on se lance dans les transitions, exemple, expérientielles ou circulaires, de comprendre quel va être l'impact de ça sur notre modèle d'affaires, notre modèle de revenu, comment mieux adapter notre stratégie de financement en lien avec ça. On doit devoir nous-mêmes intégrer des gestions de risque 2.0 dans nos prévisions financières, naturellement. Et on va devoir également développer des nouvelles compétences dans la fonction finance 4.0, une finance qui va être beaucoup plus stratégique, une finance qui va être basée sur des données en temps réel, qui est capable de faire des ajustements et de contribuer à la production en temps réel plutôt que de simplement être une fonction finance qui est une obligation légale. On n'a pas le choix d'avoir une fonction finance, sinon on s'en départirait. À l'inverse, la fonction finance qui devient de plus en plus stratégique et qui doit avoir des bonnes compétences pour soutenir cette mouvance-là par un rôle beaucoup plus critique et essentiel. Donc, sans plus tarder, je laisse Louis faire une conclusion et ensuite on va passer au panel. Merci Antoine. Je pense qu'il nous apparaît assez clair maintenant que le manufacturier est la carte maîtresse de la reprise de l'économie du Québec. Alors, seul un secteur de la fabrication fort et résilient permettra d'atteindre la souveraineté manufacturière dans les secteurs névralgiques, permettant ainsi de préserver la sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés. M. Legault en parle abondamment d'ailleurs, de créer de la valeur avec nos exportateurs, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et aussi de l'expérience client,
et d'apporter une contribution significative aux finances publiques et nos gouvernements en auront bien besoin. Nous croyons qu'une prise en compte des transitions évoquées aujourd'hui par les entreprises manufacturières permettra au secteur de la fabrication de jouer pleinement son rôle économique et augmenter ses chances de succès pour une sortie de crise réussie. Merci beaucoup de votre écoute et on va passer maintenant au meilleur moment, ma foi, de l'événement, soit le panel qui va être animé par Antoine. Antoine, je te passe le flambeau. Merci, Louis. Donc, j'inviterai maintenant les panélistes à venir nous rejoindre. Donc, merci Marc-André. Il va y avoir Sylvain et Normand également qui vont se joindre à nous. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Même vos micros sont déjà tous unmutés. C'est super apprécié. Donc, bienvenue à notre panel sur la transition financière. Donc, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, l'objectif de notre conférence, c'est toujours d'avoir un panel qui présente l'histoire de belles entreprises, de fleurons de la région, avec un partenaire plus au profil d'expert qui vient commenter et ajouter un petit grain de sel externe sur les discussions. Donc, on a la chance d'avoir Marc-André Arbour, Sylvain Tassé et Normand Lapierre dans notre équipe aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Merci de vous joindre. Simplement question de faire un petit tour de roue. Je commencerai par Marc-André, ensuite Sylvain et Normand. Pour Marc-André, la question, si tu peux nous parler un petit peu brièvement de tes responsabilités auprès des entreprises chez Desjardins. Et puis, messieurs, tout de suite après, juste nous parler brièvement de votre entreprise et de vous en tant qu'entrepreneur. Donc, Marc-André, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous parler ce matin. Donc, moi, je suis à l'emploi de Desjardins depuis plus de 20 ans déjà. Je suis directeur de compte principal. Je m'occupe principalement d'une clientèle manufacturière ou de grossistes en croissance qui opèrent sur des marchés internationaux. Dans le cadre de mon travail, j'accompagne la clientèle dans diverses réflexions relativement à leur projet d'entreprise, que ce soit l'achat d'une entreprise, d'un concurrent, du développement de nouveaux marchés via l'accompagnement du programme Passeport Affaires de Desjardins, un déménagement d'entreprise ou même la recherche de nouveaux partenaires ou fournisseurs en faisant du maillage avec notre clientèle actuelle. Merci. Merci Marc-André. Sylvain? Bonjour. Merci aux panélistes. Puis c'est quand même beaucoup de pression de dire que c'est nous qui sommes le clou de la présentation, là. Mais donc, Sylvain Tassé, je suis le PDG de Quadraplace, qui est une belle entreprise à Sainte-Thérèse qui fête 30 ans cette année. Puis quand je regardais la présentation de Louis et d'Antoine, je pense qu'on aurait pu utiliser Quadraplace comme étant un fond de l'histoire parce que Quadraplace, c'est avant que je l'achète au moment de l'acheter, dans le fond, en 2019, et était un peu gelé dans les années 80 au niveau de ses processus d'affaires, processus manufacturiers, avait atteint un certain plateau. Et l'expertise qui était en place, c'est surtout causé par justement un propriétaire qui a travaillé très fort pour bâtir son entreprise et qui était prêt à passer le flambeau, donc qui a sous-investi dans l'entreprise dans les dernières années, tout simplement parce que l'énergie n'était plus là et était prête justement à passer à d'autres choses. Donc, depuis que j'ai fait l'acquisition de Quadraplace, qui est un extrudeur, là, donc on fait de l'extrusion de PVC pour des composantes différentes, là, entre autres dans les portes et fenêtres, aussi des composantes de piscine, des composantes de réfrigérateurs, aussi c'est des applications qui sont extrêmement multiples. Donc, une équipe d'une 50aine de personnes qui aujourd'hui est rendue à 72, puis ça ne serait pas de la pénurie de la main-d'œuvre, on serait déjà rendu à 80 et plus. Donc, on est en train de faire tout ce que la présentation que vous avez fait, là. Puis ici, je fais le focus principalement au niveau financier. Ça a été vraiment de faire une transition d'une entreprise qui faisait une gestion purement comptable, là. Donc, on regarde l'histoire du dernier mois, du dernier quart, un certain nombre d'analyses, là, mais on regardait surtout le passé. Ce virage-là a été fait. On est en pleine implantation d'un système ERP. On est en retard d'environ 6 à 8 mois du plan initial que j'avais, mais la COVID nous a mis un frein aux investissements. Avoir une boule de cristal en février-mars de l'année passée, j'aurais poursuivi le projet d'implantation d'ERP que je venais juste de commencer.
Mais avec la fermeture de l'entreprise, on a pris une pause, ne sachant pas où est-ce qu'on était pour aller avec cette crise financière-là. Puis là, depuis ce temps-là, depuis le mois de mai, on est pris avec une augmentation fulgurante, littéralement, du chiffre d'affaires. Donc, implantation d'un système ERP pour aller chercher, pour mettre en place justement des KPI, aller faire le virage au niveau de la numérisation des équipements de fabrication qui ne sont pas numérisés aujourd'hui. Donc, on a un portrait qui est historique et non pas en temps réel. Donc, la fonction financière chez Quadraplast a déjà pris un bon virage qui est vraiment le fun là, parce qu'on introduit de plus en plus d'analyse, de l'analyse qui malheureusement pas encore en temps réel, mais ça s'en vient. D'ici la fin de l'été, l'implantation du système ERP va être faite, puis ça va nous permettre d'aller chercher des données en temps réel. Puis la raison principale que les entreprises doivent faire ça, c'est que la quantité de données, surtout dans le domaine manufacturier, qu'on doit traiter, là, moi, à titre de propriétaire, j'ai besoin de gérer, d'avoir mes dashboards. Puis, ce qu'on veut gérer, c'est les exceptions. Hein? Ce n'est pas les données principales de l'entreprise. Là. On va être capable d'aller chercher les exceptions. Donc, qu'est-ce qui sort du contexte qu'on avait prévu? Donc, on va être capable de bien préparer des budgets. Ça devient un défi encore bien plus important en passant dans la situation actuelle, là, où est-ce que je pense que Normand va en parler, puis vit sûrement la même chose que nous et plusieurs personnes qui écoutent la présentation. C'est qu'on a une fluctuation des prix du coût de la matière maintenant qui est absolument astronomique. Fait que les coûts de la matière première qu'on utilise est en constante évolution. Puis on a un petit mix bag qui rentre là-dedans aussi qui s'appelle le taux de change. Donc, nous, dans notre cas, on achète notre matière en US et on vend en canadien dans certains cas, ou on vend aux États-Unis aussi, on exporte en dollars canadiens. Donc, d'être capable de bâtir des modèles financiers qui nous permettent de bien connaître l'impact sur la contribution marginale ou sur le coût de revient le mois prochain et le mois suivant. Ça devient des défis importants. Puis si ce virage au niveau de la transition du modèle financier n'est pas fait, si on s'est encore fixé dans le modèle d'avant mon acquisition, on aurait des défis qui sont quand même très importants aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvain. Très apprécié. Normand, peut-être réaction à ça, peut-être nous parler un petit peu de toi-même en tant qu'entrepreneur, ton entreprise, mais aussi vous avez vous aussi développé des modèles assez innovants, assez intéressants au niveau financier. Donc, peut-être nous parler un petit peu de ça avant qu'on retourne vers Marc-André. Bon, bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Luxor Collection, c'est une entreprise qui est née en 2013 suite à la faillite de Luxorama, qui est une entreprise qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. Ça a été une de mes premiers emplois, il y a à peu près une trentaine d'années. J'étais comme le service au café, photocopie, et ainsi de suite. Puis, j'ai acheté l'entreprise en 2014. La clientèle principale, c'est les distributeurs, designers, boutiques d'armoires de cuisine. On ne fait pas affaire nécessairement aux particuliers. Vu que l'entreprise a connu des problèmes financiers en 2012, c'était une entreprise qui demandait quand même beaucoup d'investissements puis qui n'était pas tout à fait à jour. Fait qu'on y a été par étapes. En première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mises à niveau des équipements existants. On a acquis quelques équipements pour améliorer notre productivité. En deuxième lieu, on a renouvelé tout notre parc informatique. Avec une entreprise de Sherbrooke qui est d'Unin Technologies, on a acquis un logiciel. Puis, avec eux, on a développé un système à prix de revient qui nous donne exactement l'heure juste de nos coûtants ou de chacun des projets. Quelque chose qui n'existait pas nécessairement, qu'on pouvait acheter sur des tablettes là, par des compagnies de logiciels. Puis, en 2017, il fallait prendre vraiment un virement technologique dû à certaines situations, là, parce que dans l'entreprise du meuble et de l'armoire de cuisine, tout ce qui est peinture est principalement à base de solvant. Puis avec les nouvelles normes environnementales, tu ne peux plus vraiment utiliser des peintures à base de solvant. Fait qu'il a fallu qu'on se tourne vers les peintures à base d'eau, qui a demandé des investissements quand même assez majeurs au niveau des optimisations des opérations, là, de tout près de 5 millions. Puis c'est sûr que
on avait besoin aussi des locaux un peu plus adéquats. Parce que l'entreprise s'était installée à Saint-Jean dans des locaux d'à peu près 60 000 pieds carrés. Puis, il n'y avait plus rien qui était dans les normes là, au niveau CSST ou les normes incendie, les assurances. Fait on a acquis une bâtisse à La Chute qui avait 90 000 pieds carrés. On a annexé 24 000 pieds carrés. Puis, c'est sûr que des projets... On a été un petit peu hyperactifs dans tous nos projets. On a réalisé ça en 4 ans. Mais c'est sûr que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et de là, l'importance des bonnes institutions financières. Aujourd'hui, on peut remercier aussi Marc-André Arbeau qui nous a assisté tout le long, qui nous a permis aussi de finir le projet. Puis, c'est sûr que notre investissement au niveau des équipements, ce que ça nous a aidé, ça va nous aider au niveau de la main-d'œuvre. Mais tout ça, ça aurait été beaucoup plus facile s'il n'y avait pas eu de pandémie par la suite. Luxor, 80 % de son chiffre d'affaires est à l'extérieur du Québec. Nous, quand on a été frappé par la COVID, on a fermé tout près d'1 mois l'année passée. Puis la principale clientèle qu'on a en Ontario et aux États-Unis, eux autres, étaient ouverts. Fait qu'on a perdu des plumes un petit peu à ce niveau-là parce qu'ils se sont virés vers d'autres fabricants plus locaux. Suite à ça, quand nous, on a réouvert, là, eux ont connu la COVID un peu plus fort. Fait qu'on a eu une baisse de chiffre d'affaires assez marquée. Là, cette année, c'est toute une autre chose. Là, on vient dans nos chiffres qu'on avait en 2018, là, avant tous nos investissements. Mais l'importance des institutions financières, quand il arrive des coups durs ou l'aide gouvernementale, je pense que c'est ça qui va aider les principaux manufacturiers à passer au travail aussi. Merci beaucoup, Normand. Super apprécié. Marc-André, réaction un peu à tout ça. Puis en même temps, je te lance 2 questions complémentaires, autres que de réagir à ce qui vient d'être dit. De ton point de vue, chez Desjardins, comment les directions financières des entreprises manufacturières ont été impactées par la COVID? Puis quels conseils tu leur donnerais pour une sortie de crise réussie de manière durable? Peut-être ces 2 angles-là avec tes réactions là, au gut feeling là, de ce qui vient d'être dit. Je dirais qu'en début de crise, les gens ils ont tous vécu la même chose, là, surtout la première vague. Tout le monde était fermé, donc tout le monde a eu un peu la même réaction, que se sont tous mis en mode protection. Plusieurs gens d'affaires étaient en questionnement, ils se repositionnaient. Puis, il y en a certains qui ont pris un peu de recul face à cette fermeture-là à l'époque. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous revu, pour la plupart, ils ont revu leur modèle. Puis, à ce moment-là, les gens ont pu revoir certaines initiatives qu'ils avaient faites dès le départ, un peu comme M. Tassé disait tantôt. Quand il y a eu la pandémie, ils ont mis sur break, mais après ça, ils ont reparti des systèmes ERP pour développer ce volet-là. Bien, c'est des éléments qui vont venir, qui se sont passés dans le contexte de la pandémie. Comme institution financière, plusieurs entreprises ont vécu des problèmes là, au niveau des ventes. Toutefois, on a été là pour les supporter avec divers programmes gouvernementaux. On les aiguillait. Tout dépendant des programmes, qu'est-ce qui sortait, on leur envoyait des courriels pour les informer, qu'est-ce qui existait pour les accompagner. Puis il y en a d'autres où les ventes se sont quand même relativement bien maintenues et même d'autres qui ont explosé carrément. Très intéressant. Merci, Marc-André. Et puis, si je retournais vers Sylvain et vers Normand également, est-ce qu'il y a d'autres angles, plus au niveau des institutions financières? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour travailler davantage main dans la main avec les entreprises, demeurer pertinentes dans vos projets? Comment est-ce qu'on peut s'adapter au niveau des institutions financières? Donc, on sait que ça va demander plusieurs adaptations de leur part également. Comment vous voyez ça de votre côté, l'adaptation de leur côté? Peut-être, excuse-moi, je vais pas, vous êtes 2. Je vais commencer par Normand cette fois-ci. Moi, je vous dirais que c'est probablement grâce aux institutions financières là, qui m'ont poussé un peu à faire les moves là, vers la robotisation de nos équipements et l'amélioration de notre productivité. Il y a à peu près 4 ans, j'avais assisté à un genre de conférence qui était donnée par Investissement Québec, puis donnait des exemples d'entreprises où ce qui pourrait se rendre. C'est sûr qu'en entreprise privée, c'est probablement tout le temps la même personne qui est au bac. Là. Mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup plus de développement dans les 5 dernières années au niveau des institutions financières. Dans le fond, là, je pense qu'on n'a pas de raison d'améliorer notre productivité pour être plus compétitif au Québec.
on a tous les outils nécessaires pour passer au travers. Bien entendu, Normand. Puis, si tu avais à nous dire par hasard, ce serait quoi, exemple, les principales caractéristiques qu'un bon partenaire financier a qui font en sorte que justement sont plus des partenaires que simplement des fournisseurs? Tu mentionnais tantôt l'importance de développer un bon partenariat. Qu'est-ce que vous appréciez chez vos partenaires financiers qui font en sorte de dire ça c'est un vrai bon partenaire? Ils sont là dans les bons moments comme dans les moins bons. C'est des questions de la nature des produits, c'est de l'expérience client. Qu'est-ce qui fait en sorte que, pour ne pas les pointer Desjardins, mais qu'est-ce qui fait en sorte d'un bon partenaire financier? Comment ça les définit? Dans le cas de Luxor, c'est sûr que ça a été un partenariat entre Investissement Québec, DEC Canada et Desjardins. Puis je peux vous dire que l'excédent de coûts dû à certains problèmes au niveau de notre réalisation de notre projet a été très bien compris par les institutions financières. Puis, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est quand tu t'apprêtes à faire un investissement aussi majeur, les congés de capitaux qu'on peut avoir dans la première année ou dans les 2 premières années, ça donne beaucoup, beaucoup de souffle là, pour prévenir les mauvais coups. Là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans mon cas? Il faudrait peut-être que je fasse un autre move pour savoir, mais pour le moment, ils ont été vraiment à l'écoute, les 3 partenaires, puis ils ont été vraiment coopératifs. Là. Mais je peux vous dire aussi que toutes les informations ou les in qu'on peut avoir de l'extérieur, comme si on regarde la conférence d'aujourd'hui, quelqu'un qui écoute ça va chercher beaucoup d'outils pour l'aider à réaliser ses projets. Là. Parce que quand on est entrepreneur, on est seul. Bien, seul, c'est quand même une équipe. Ici, on emploie 145 personnes. Là. Mais quand on peut avoir des in de l'extérieur, ce qui se passe, ça nous apporte aussi une autre vision. Merci beaucoup, Normand. De ton côté, Sylvain, plus ou moins la même question, la même thématique. Donc, pour les institutions financières, comment mieux travailler main dans la main? Comment est-ce qu'ils doivent s'adapter pour demeurer pertinentes pour vous en tant qu'entreprise, mais pour les entreprises manufacturières en général? Je rejoins beaucoup Normand. Je pense que un certain niveau d'expérience avec les institutions financières depuis mes 20 dernières années. Puis j'ai vu vraiment une belle évolution en tout cas dans les 5 dernières années au niveau de la communication qu'il y a entre l'entrepreneur et le directeur commercial. Un beau mariage, je pense que c'est que la communication transparente, vraiment sans embûche entre les 2 parties, là, c'est le succès de la relation. Là. C'est ce qui fait vraiment un bon, on va appeler ça un bon mariage. Là. De bien comprendre les enjeux qu'on vit. Puis ça bouge tellement rapidement, surtout dans la dernière année, en tout cas, là, parce que je pense que, encore une fois, Quadraplace est un peu gelé dans un certain temps, puis l'industrie comme telle, le manufacturier, typiquement, ça prend du temps avant de faire des changements radicaux importants. C'est long, là. Nous, on a pris une décision d'acheter de l'équipement additionnel en novembre dernier, par le temps que le plan soit réalisé, le plan financier démontré pour supporter cet investissement-là. On a fini ça en décembre et janvier, puis l'équipement va arriver sur le plancher quelque part en juin, puis il va peut-être être live en juillet. Là. Donc, les cycles sont très longs. Donc, les institutions financières doivent, et les partenaires financiers comme IQ et Développement économique Canada aussi, là, avec de qui j'ai bénéficié de l'aide aussi. Là. Donc, doivent bien comprendre cet environnement-là dans lequel on est, puis ça bouge très vite. Donc, de nous épauler dans les outils et les différentes offres financières qu'il y a aussi, là, je pense que l'optique d'un guichet unique pour une institution financière, pour une banque à charte, c'est sûr que Marc-André doit travailler pour son employeur, mais je pense que son rôle aussi, comme mon directeur commercial à la Banque nationale, est aussi de nous guider vers les meilleures offres financières qu'il y a dans le marché
pour être capable de respecter les ratios financiers puis être capable de diminuer le coût d'emprunt, de négocier les meilleurs termes possibles. Ça doit se faire vraiment en partenariat. Moi, je considère vraiment que mon institution financière, là, c'est mon partenaire. Là. Très intéressant, Sylvain. Merci beaucoup. Puis, réaction à ça, Marc-André, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue de comment est-ce que les institutions financières vont devoir s'adapter à la transition financière, puis indirectement à toutes les autres transitions qu'on a évoquées durant la présentation, naturellement. On a parlé de plusieurs sujets. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien, nous autres, en tout cas, pour notre part, faut comprendre à la base qu'un changement organisationnel, c'est important. C'est un investissement majeur dans une compagnie. Ça peut être carrément un game changer qui permet de soit passer à une nouvelle étape ou carrément, ça pourrait faire couler l'entreprise. Donc, il faut vraiment être conscient de tout ça. Puis nous autres, c'est un pilier stratégique important, puis on veut vraiment accompagner nos clients là-dedans. Donc, nous, pour contrer tout ça, il faut aller vers de l'investissement en automatisation parce qu'on a des enjeux de main-d'œuvre, on a des enjeux de croissance. Et pour pouvoir les adresser, il faut vraiment aller chercher des outils d'automatisation, de systèmes informatique de gestion pour être capable d'avoir les bons tableaux de bord pour pouvoir bien positionner l'entreprise. Nous autres, on travaille pour développer des solutions adaptées à l'entreprise. Donc, quand on regarde un projet d'investissement majeur de déménagement d'usine, il faut vraiment être conscient qu'il peut y avoir divers éléments tout au long du processus qui peuvent bloquer un déménagement d'entreprise. Ça peut être aussi niaiseux qu'un partenaire comme Hydro-Québec qui ne se présente pas à temps sur le chantier. Donc, à ce moment-là, ça vient retarder l'ensemble du processus de redémarrage de la nouvelle compagnie dans ces nouvelles installations. Donc, il faut être conscient de ça, puis il faut adapter notre montage financier en conséquence. Nous autres aussi, il ne faut pas avoir peur de s'adjoindre des partenaires financiers autres dans le projet. Souvent, ce que je fais, c'est que je priorise de sécuriser le montage financier à la base. Puis, ce que je recommande à l'entrepreneur par la suite, c'est de dire, bien, si on est capable de trouver, surtout dans le manufacturier, il y a des beaux programmes qui existent. Si on est capable de trouver des montages financiers qui coûtent moins cher, mais au moins on sécurise le montage financier de base, de dire qu'on est là pour pouvoir vous accompagner, mais que si on trouve d'autres joueurs comme Investissement Québec, DEC, qui coûtent moins cher qu'une institution financière traditionnelle, bien, il faut aller les chercher. Parce que dans le fond, au bout de la ligne, si l'entreprise économise, elle fait plus d'argent, donc elle va mieux performer, puis ça va être bon pour son avenir. Donc, il faut aller vers ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, c'est comme ça qu'on le voit. Puis nous, chez Desjardins, on a développé aussi un programme qui s'appelle le Fonds C. Donc, toutes les entreprises qui font des projets d'innovation, bien, à ce moment-là, nous, on peut regarder le projet avec eux et il y a certaines dépenses où on peut embarquer et carrément faire un don qui va représenter un quart du montant du projet jusqu'à un maximum de 10 000 $. C'est peut-être pas un très, très grand montant, mais c'est l'intention qui est là, qu'on veut vraiment être là pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets d'innovation. Merci beaucoup, Marc-André. Si j'avais peut-être à résumer quelques faits saillants de ce qu'on vient de discuter, j'entends du point de vue de l'entreprise l'importance de développer des nouveaux modèles financiers. On sait que du côté de Normand, vous avez développé un modèle de coût de revient qui était assez unique en son genre, assez unique dans l'industrie. Donc, toute cette notion-là, développer des bons modèles, ça a été la même chose du côté de Sylvain. Avoir du data en temps réel et l'exploiter, donc l'importance d'une fonction finance qui a du temps réel puis qui a de la donnée à exploiter pour rendre disponible pour une prise de décision intelligente. J'entends aussi l'importance de la valeur ajoutée de notre fonction financière, donc pas juste une fonction financière qui est une obligation, mais qui a une valeur ajoutée dans l'entreprise. On a besoin de faire la transition numérique, il faut passer à travers, il faut avoir des nouveaux équipements, des nouveaux systèmes, il faut passer quelques coups là, de ce côté-là pour être capable de s'outiller, pour ensuite être plus intelligent et capable. Et l'importance des partenariats avec notre institution, mais avec plusieurs partenaires, même financiers. Ça, vous l'avez tous dit, c'est critique et essentiel qu'on passe à travers des partenaires. Il faut voir nos institutions financières pas comme des fournisseurs, mais comme des partenaires. Il faut avoir cette relation-là de proximité. Du côté des institutions financières, j'entends flexibilité, compréhension des enjeux. Donc, il faut un partenaire qui est flexible, qui est capable de s'adapter, qui comprend notre réalité, qui va s'y adapter. La qualité du produit, d'avoir des congés de capitaux, d'avoir des produits qui sont adaptés justement à nos réalités. Comme Normand, tu le disais, tu as eu un besoin à un certain moment, puis on peut adapter le produit pour faire en sorte de t'aider dans ta situation. Donc, ça, c'est très important chez un partenaire.
une capacité de vigie des outils et des moyens qui sont disponibles. Et justement, à cet égard-là, d'être capable de vous épauler dans les offres disponibles, de vous guider aux meilleurs endroits pour avoir le meilleur montage financier, comme le disait Marc-André. Donc, d'adapter les montages financiers pour être le plus adéquat possible. Pas juste dire on vous pousse ça dans le fond de la gorge, c'est ça que vous prenez, c'est ça le produit, c'est ça le mieux pour vous, qu'en réalité, ce n'est pas la réalité. Donc, cette adaptation-là est importante. D'avoir des bons partenaires, Investissement Québec, DEC et d'autres, en plus de votre institution financière. Puis, on voit déjà que ça s'améliore, des belles opportunités déjà d'amélioration que vous avez observées. Sylvain, Normand, vous voyez déjà que les institutions financières s'adaptent, mais il reste encore à continuer et à suivre le rythme. Messieurs, aviez-vous des derniers commentaires, un conseil à donner ou quoi que ce soit d'autre à mentionner, ou est-ce que ça résume pas mal la discussion qu'on voulait avoir? Je ferai peut-être un petit tour très rapide si vous avez un dernier message, Sylvain. Je dirais aux entrepreneurs qui n'ont pas pris le virage numérique et qui ont le chiffre d'affaires un peu pour le supporter, là, parce que ce n'est pas évident, mais tu peux commencer même pour une petite entreprise, une BPE de 2 millions de chiffre d'affaires et plus, de faire le saut, puis de faire le saut le plus rapidement possible, parce que quand la vague te rattrape, puis tu es en pleine effervescence d'entreprise, il n'y a jamais un mauvais temps pour le faire, là, puis de toute façon, c'est toujours une question de mauvais timing quand tu fais une inventation de système ERP ou autre numérisation. Là, ça peut être du warehouse management que tu n'as pas fait puis que tu retardes de faire. Là. Donc, il y a jamais. C'est très rare qu'on ait une opportunité en or là, de dire wow, on a le temps, on va faire ça. On n'a jamais le temps. C'est toujours quelque chose qu'on repousse. Les ressources sont utilisées à 100%, mais il faut le faire parce que c'est l'agilité que ça va nous donner par après qu'on va bénéficier. Donc, de libérer les ressources, de faire des tâches à valeur non ajoutée, là, du clérical. Il n'y a rien de pire dans une entreprise là, pour tuer une entreprise que d'avoir des gens qui font que du clérical, là, de l'entrée de données ou de répéter les mêmes entrées de données de façon répétitive tout le temps. Là. Donc, d'enlever tout ce qui est les tâches à non-valeur ajoutée. Puis ça devrait être au cœur même de l'implantation des outils informatiques de l'entreprise, justement pour donner le pouvoir aux gens d'agir sur ce qui va amener de la valeur dans l'entreprise et non pas, on va enlever le superflu. On n'a pas le temps de gérer le superflu de toute façon, puis ça coûte une fortune. Puis évidemment, la pénurie de la main-d'œuvre aujourd'hui, là, où ce que hier, j'étais sur une conférence du Conseil du patronat, puis ils ne disent pas la pénurie, là, ils disent la rareté de la main-d'œuvre, parce qu'il y en a de la main-d'œuvre, c'est juste qu'ils faisaient d'autres choses. On ne prendra pas des restaurateurs, puis on ne les fera pas travailler sur des lignes manufacturières. Là. Ça fait que oui, il y en a de la main-d'œuvre, c'est juste qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour nous, le manufacturier. Il n'y en a pas. Donc, je vais en profiter pour passer le message à tous. Gênez-vous pas de parler à vos politiciens pour faire une petite poussée pour l'immigration. Je pense que le message qui a été passé par notre premier ministre la semaine passée a été très mal perçu par plusieurs. Là. On a besoin de la main-d'œuvre. Donc, on a besoin de cette main-d'œuvre-là. On a besoin de numériser. On peut faire tout ça en même temps. Mais c'est des tâches énormes là, pour le manufacturier, petit et grand. Merci, Sylvain. Normand, quoi que ce soit à ajouter? En bref, ça fait 35 ans que je suis à mon compte, puis ça n'a jamais été aussi important d'investir dans nos entreprises, mais ça n'a jamais été aussi, peut-être, on n'a jamais eu autant d'opportunités pour le faire. Fait que, go! Très bien dit. Merci, Normand. Marc-André, un petit mot de la fin? Comme on dit tout le temps, c'est le fun de faire du profit, mais il faut avoir de la liquidité pour faire les opportunités de changement. Donc, c'est important de s'assurer de toujours revisiter notre position de liquidité dans nos entreprises. Donc, c'est important pour pouvoir faire ces investissements-là. Donc, bon succès à tous, c'est important. Merci beaucoup, Marc-André. Merci à tous les trois. C'est très apprécié. Merci de votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et puis, on passe maintenant à la conclusion avec Alexandra. Merci, messieurs.
Merci aux panélistes, Sylvain Tassé, Normand Lapierre, Marc-André Arbour. Merci aussi à nos deux conférenciers, Antoine Audy-Julien et Louis Duhamel. C'était vraiment intéressant d'aborder ce sujet-là ce matin. Je tenais aussi au nom de la CCTB à remercier le réseau des centres collégiaux de transfert Synchronex. Merci de permettre aux entreprises et aux organisations d'être plus efficaces, plus proactives, compétitives. Merci également à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci d'outiller nos entreprises manufacturières en offrant des conférences accessibles comme celle d'aujourd'hui pour se garantir une reprise forte, une reprise durable. Donc, merci vraiment. De notre côté, à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, avec le réseau industriel, on va continuer à rassembler le secteur manufacturier, notamment avec le lancement de notre toute nouvelle fabrique industrielle. La fabrique industrielle, ça va être un lieu d'échange, en fait, là, entre les acteurs du milieu sur des sujets d'actualité, sur des enjeux précis, un peu comme ce matin. On va lancer d'ailleurs la fabrique le 16 juin prochain en abordant la thématique de l'approvisionnement local avec Stéphane Drouin, qui est entrepreneur en résidence stratégie achat local chez Investissement Québec-Cric. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié votre matinée. Ça fait un plaisir, là, en tout cas, d'entendre nos panélistes, nos conférenciers. C'était drôlement intéressant. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Là, à la CCTB, on est là pour évoluer, connecter, s'informer, se mobiliser ensemble. Donc, n'hésitez jamais. Donc, encore une fois, merci et je vous souhaite une très belle journée.